Ce que je dirais, c'est que j'ai eu la chance, et ça, c'est pas donné à toutes les générations, de côtoyer de monstres de la littérature, côtoyer de manière plus ou moins proche. Césaire Glissant, Perse, je ne l'ai pas connu. Je l'ai côtoyé par la suite. Mais c'est vrai qu'être contemporain de personnages aussi puissants du point de vue littéraire, ça c'est une bénédiction. Et je pense que il est toujours très important de ne pas rater ses contemporains. Et on peut dire qu'une des définitions du talent, pour le peu de talent que j'ai, c'est de permettre de ne pas rater ses contemporains. Ce qui fait que je suis rentré en contact avec Édouard assez rapidement, lorsque j'ai pu formaliser mon premier texte et que je lui ai demandé donc de me faire une préface pour mon premier roman qui s'appelait Chronique des Sept Misères, ce qu'il avait accepté volontiers, quoi. Et puis après, bon, ça a été une longue proximité. Mais ce que Glissant nous a amené fondamentalement, parce qu'il faut dire que ce qui nous a été la première étape dialectique de notre développement, je dirais, de conscientisation, ça a été la négritude. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à approcher Glissant, c'est le paradigme de la négritude qui donnait ce qu'il y avait de plus progressiste et de plus formateur. On se référait à ce qu'il y avait de plus oublié, de plus dénigré, de plus perdu, de plus détesté, et c'était salvateur. Et dans la rencontre que j'ai pu faire avec Glissant, il a introduit les premières doses de complexité. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu, je ne sais plus si c'est l'intention poétique, non plutôt Soleil de la conscience, ou l'intention poétique, je ne suis plus très sûr. Il raconte son arrivée à Paris et il a cette phrase extraordinaire quand il découvre le paysage parisien. Il a ce sentiment de découvrir un espace avec la vision du Fils et le regard de l'étranger. La vision du Fils et le regard de l'étranger, ça veut dire qu'on est dedans, qu'on est dehors. Et cette vision du Fils et du regard de l'étranger, c'est quelque chose qu'on peut appliquer pratiquement à toutes les sources antillaises. Vision du Fils et regard de l'étranger en France, vision du Fils et regard de l'étranger en Afrique, vision du Fils et regard de l'étranger en Inde, enfin pratiquement toutes les sources. Et lorsqu'on est confronté aux survivances des cultures amérindiennes, on est aussi dans la même situation. Vision du Fils et regard de l'étranger. On est dedans, on est dehors. Et ça a été le début d'une complexité salutaire. Ce qui fait que lui, il s'est préoccupé d'essayer de comprendre ce qui s'était passé dans l'espace des Amériques. C'est vrai que la négritude nous avait restitué la dimension africaine, la dimension nègre sans laquelle on ne peut pas comprendre les Amériques, on ne peut pas comprendre le jazz, on ne peut pas comprendre la salsa, le tango, enfin bon, il n'y a rien des Amériques qui ne soit envisageable ou compréhensible sans la polyrythmie africaine. Donc ça, c'est vraiment l'axe fondamental. Mais il est rentré dans une exploration du réel, un peu comme Fanon disait, c'est une tâche inépuisable que l'inventaire du réel. Fanon aussi avait l'intuition qu'il fallait procéder à un inventaire du réel et du réel composite martiniquais. Et c'est là qu'apparaissent les notions de mélange, de rencontres de civilisation, d'imaginaire, de perception du monde, etc., avec des modalités qui avaient complètement modifié les questions de l'identité, de la définition de soi, du rapport à la terre, du rapport au monde, etc. Donc, ce qu'il va définir rapidement, c'est les notions de créolisation,
sachant qu'on peut dire que nous sommes des créoles américains, donc nous sommes les résultantes d'un processus de créolisation qui est la mise en conjonction accélérée, massive, brutale de plusieurs imaginaires, visions du monde, cultures, traditions, et que cette créolisation s'est faite de manière massive et brutale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule civilisation qui ne soit pas le produit de mélange de rencontres. Mais l'une des caractéristiques de la créolisation, c'est que les plages temporelles ont été contractées. La violence. La violence. Hein, donc ça s'est fait très, très rapidement. Donc ce qui fait que le processus de créolisation des Amériques a donné naissance à des créolités. Donc on a une créolité martiniquaise qui n'est pas la créolité cubaine, qui n'est pas la créolité du Brésil, qui n'est pas celle de la Jamaïque, qui n'est pas celle de Trinidad, etc., etc. Donc là, on avait déjà un cadre de complexité un petit peu plus conforme à ce que nous vivions. Mais fondamentalement, l'idée de créolisation va ouvrir à une notion que Glissant va définir très rapidement dans ses tout premiers textes, qui est la notion de relation. Et qu'est-ce que ça veut dire, la relation? Ça veut dire qu'il a compris, au moment où les décolonisations se faisaient, qu'on était un monde blanc, un monde noir, un monde colonisé, un monde dominateur, Europe, les blancs, les noirs, etc., des choses manichéennes, on était vraiment dans un processus qui allait faire qu'on allait rentrer dans des interactions de vision, de culture, à la fois biologiques, culturelles, et surtout des structures d'imaginaire. Des structures d'imaginaire qui sont les plus importantes, parce que très rapidement, les marqueurs identitaires traditionnels, la langue, la peau, etc., le Dieu qu'on aime, etc., tout ça, ça allait avoir beaucoup moins d'importance et faire en sorte que les frères, nos familles, nos rassemblements vont se faire sur des structures d'imaginaire. Et pour bien comprendre, c'est que moi, je suis un créole américain, donc je suis de la Martinique, je suis un Caribéen, et je suis un Américain. Je suis le processus, enfin le produit d'un processus de créolisation, donc j'appartiens à la créolité martiniquaise. Donc je suis un créole américain. Et en tant que créole américain, même si j'écris en français, je suis plus proche de n'importe quel anglophone ou hispanophone ou lusophone de la Caraïbe qu'un écrivain français. Mais moi, je suis une créole égyptienne. Et je suis plus proche. Et pourtant, je n'ai jamais vu l'Amérique. Et ce sont des notions qui sont importantes parce qu'elles montrent que les anciens absolus avec lesquels nous nous définissions sont entrés dans des complexités et que les aspects déterminants sont donnés par des structures d'imaginaire. Mes frères en littérature peuvent se trouver dans tous les pays du monde, dans tous les coins, etc. Et ça, c'est important. Ce qui fait que la notion fondamentale qu'il faut retenir de Glissant, une fois qu'on a dépassé la compréhension créolisation, créolité, on arrive à la notion de relation. Pourquoi nous avons tenu à faire un colloque avec Sylvie Glissant et Loïc Seri pour essayer d'appliquer le concept de relation à des personnes qui jusqu'alors étaient opposées. À un Martiniquais de base, vous lui dites Glissant Césaire, ils disent non, mais c'est deux, c'est positif et négatif, on ne sait pas dans quel ordre, mais il y a une opposition. Quant à Perse, pour eux, c'est un béquet, un planteur, un conquérant, colonialiste, etc. Donc, il fallait trouver le processus de relation. Et ça, c'est important parce que il me semble qu'Édouard est content, parce que ça, c'est l'anniversaire de sa naissance, que nous soyons dans cette perspective de la relation. On ne peut pas comprendre le jazz, la salsa, la biguine, le tango, enfin tout ce qui concerne les Amériques sans l'idée d'une relation, c'est-à-dire d'une interrétroaction avec des processus, des résultats imprévisibles entre différents aspects des richesses de l'Homo sapiens. Alors, ce que je voudrais dire, je sais que tu te fatigues, tu t'énerves un petit peu. Non, je ne m'énerve pas, non, mais je juste aussi donner la parole à René, à madame, parce que le temps de parole sera très court, donc il faudrait juste ne pas... Hein. Mais je termine rapidement. Rapidement, je termine pour comprendre.
Ce qui est fondamental pour Édouard, et il l'a dit dès les années, et ça c'était extraordinaire parce qu'il parle de relations au moment où on a les processus de décolonisation avec un monde blanc, un monde noir, décolonisé des dominateurs. Et il a la préscience ou l'intuition que ce qui va être déterminant pour les années qui viennent et pour nous, c'est le processus, les alchimies absolument incroyables entre toutes les conceptions, les typologies, les perceptions, etc., etc. Et ça, c'est valable pour la littérature. C'est valable pour la littérature parce que, d'une manière générale, les littératures ont toujours été des littératures basées sur des absolus. Ma langue, j'écris en français, donc tous ceux qui écrivent en français sont dans le même sac, ce qui est une absurdité. Tous ceux qui ont la peau noire sont dans le même sac, ce qui est une absurdité. Tous ceux qui sont nés dans le même endroit sont dans le même sac, ce qui est une absurdité parce que les relations, c'est-à-dire les influences, les stimulations esthétiques, artistiques, les contacts, ont tout changé. Et les fraternités sont données par des structures d'imaginaire. Donc là, j'ai amené mon livre où je parle de ma sentimenthèque. C'est-à-dire pour montrer aujourd'hui combien ce qui me permet d'écrire ce que j'écris est alimenté par une interaction qui porte pratiquement sur toutes les littératures du monde et surtout des auteurs qui m'ont touché. Tous les auteurs ne m'ont pas touché. C'est fonction de mon inculture, de mes pauvretés, de mes insuffisances, mais j'ai une sentimenthèque, pas une bibliothèque, parce que la bibliothèque a un côté convenu, mais la sentimenthèque, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous transforme, qui a de l'importance pour vous, et la sentimenthèque constitue ce qu'on pourrait appeler un arbre relationnel. Et je vais terminer là-dessus. Dans la situation de relation, on avait, pour définir un individu traditionnellement, on faisait son arbre généalogique. Son papa, sa maman, son grand-père, etc. Et on avait des lignées d'ancêtres comme ça qui remontaient dans la nuit des temps. Aujourd'hui, ce qui définit un individu, c'est son arbre relationnel. C'est-à-dire les gens qu'il aime, les langues qu'il a rencontrées, les pays ou les lieux, les musiques, les contacts, toute une histoire très particulière, une expérience de sa relation à la totalité monde et à la littérature qui va constituer un imaginaire très très particulier qui fera que de cet individu une singularité absolument irremplaçable, donc une expérience, et tout ce que nous pouvons offrir, nous, intellectuels, artistes, musiciens, ce n'est qu'une expérience. Et aujourd'hui, et c'est ça toute l'idée de Glissant.